Bonjour à tous, je suis Milor Ngoishucha, je suis professeur d'écologie à la faculté des sciences agronomiques. Je suis doyen de cette faculté aussi. Donc je me fais une joie aujourd'hui de vous présenter euh, la restauration des écosystèmes à l'heure du changement global. Donc j'ai un peu changé le titre par rapport à la présentation qui m'a été proposée. J'aimerais avant tout présenter mes sincères excuses parce que je ne sais pas être là physiquement aujourd'hui à cette manifestation, parce que je suis appelé à accompagner en cette journée une visite au niveau du village Kété où nous avons une communauté locale qui a acquis une concession forestière de communauté locale et aujourd'hui ensemble avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous allons célébrer ensemble la journée avec cette communauté afin de palper du doigt les réalisations et apporter des explications nécessaires aux activités que l'Université de Lubumbashi réalise ensemble avec la FAO et différents partenaires dans ce projet de foresterie communautaire. Donc, je suis toutefois très heureux de participer à cette activité organisée par SEN et nous allons utiliser donc cette voie pour essayer de partager ensemble la question de la restauration des écosystèmes. Le contenu de ma présentation, je vais commencer par présenter la nature et ses contributions au peuple. Il s'agit d'un concept intéressant où nous allons voir comment est-ce que la nature et les écosystèmes contribuent au bien-être des populations. Ensuite, je parlerai un peu de la biodiversité et nous allons un peu montrer comment les contributions de la nature sont actuellement en déclin. Nous allons discuter après de la nécessité de la restauration des écosystèmes et nous allons parler un tout petit peu de l'arc cuprifère katangais. Donc, il ne s'agit pas tellement d'un plan de présentation, mais vraiment plutôt d'un contenu qui va nous aider à parcourir et à passer ensemble le thème qui est le nôtre. Premièrement, il est important de rappeler que dans le système solaire dans lequel nous appartenons, la planète Terre est la seule sur laquelle la vie est possible, en tout cas sous la forme que nous la connaissons. Ceci est rendu possible par le fait que notre système, notre planète plutôt, est passée par plusieurs phases lors de son évolution, lesquelles se sont aussi caractérisées par la mise en place progressive des conditions écologiques qui permettent qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette atmosphère dans laquelle la vie est possible. Et si vous observez très bien l'évolution des conditions, vous constaterez qu'au fil du temps, la concentration en gaz carbonique a progressivement baissé au profit d'une augmentation des concentrations en azote et de l'oxygène. Ce qui a permis aussi d'avoir une température, on peut voir les valeurs là, une température moyenne qui est compatible avec notre existence. Alors, ce qui est bien à savoir aussi, c'est que la mise en place de ces conditions favorables est le fruit d'un certain nombre d'interactions qui ont fait intervenir le vivant et le non-vivant. C'est vraiment cette interaction entre ces deux différentes composantes de la biosphère qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions avoir des conditions de vie qui sont compatibles avec notre existence. Et donc, au fil du temps, la mise en place de ces conditions a permis que notre planète puisse héberger une grande biodiversité, celle que nous connaissons aujourd'hui, celle qui se caractérise par une diversité de formes de vie et qui est repartie à travers la planète. Donc il est important vraiment à ce stade de bien appréhender le fait que la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui et les conditions de vie telles que nous les connaissons aujourd'hui sont vraiment l'émanation et le fruit de cette interaction entre le vivant et le non-vivant. Et ces conditions ont mis suffisamment de temps.
beaucoup de temps durant les ères géologiques pour être celles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc la biodiversité, si on veut la définir, on la définit généralement à trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle la diversité spécifique, celle que je montre ici, et qui concerne en fait la diversité des formes de vie au niveau de la planète. Et donc celle-ci, elle concerne le fait qu'il y a différents types d'espèces, où il y a des espèces animales et des espèces végétales. Chez les végétaux, il y a plusieurs types d'espèces, etc. C'est vraiment la diversité entre les espèces et c'est vraiment un niveau opérationnel et facilement détectable, facilement identifiable de la biodiversité. Mais la biodiversité se caractérise aussi au niveau génétique. Et donc là, c'est vraiment la différence entre, c'est la variation entre différents individus au sein d'une même espèce. Par exemple, là, il s'agit effectivement ici des chiens, mais les chiens ne se ressemblent pas. La même chose avec ces tomates, où on peut voir qu'il y a des formes différentes qui caractérisent une diversité génétique. Mais la biodiversité, c'est aussi celle qu'on constate au niveau des grands ensembles régionaux et c'est celle qu'on identifie au niveau paysager et c'est principalement la diversité des écosystèmes. Nous pouvons voir ici qu'au niveau de la planète, nous avons des grands ensembles régionaux. Nous n'avons pas les mêmes types de végétation à l'équateur que ceux que nous avons par exemple au niveau des pôles Nord. Donc ça, c'est le troisième niveau de la biodiversité, c'est celle qui concerne les communautés et les écosystèmes. Et donc, il est important de savoir que la diversité va s'appréhender au niveau à ces trois niveaux. Le plus important aussi à savoir, c'est que cette biodiversité et ces écosystèmes constituent des atouts majeurs et importants, des atouts vitaux pour notre existence et pour notre bien-être. C'est ainsi que il est reconnu aujourd'hui que ces écosystèmes, éléments importants de la nature, contribuent beaucoup à notre bien-être. C'est cette notion de la contribution de la nature au peuple ou la notion de service écosystémique. C'est-à-dire qu'on reconnaît le fait que cette biodiversité, elle est vitale pour nous et elle contribue significativement à notre bien-être. Et donc, très récemment, on a regroupé les contributions de la nature au peuple en trois types de catégories. Il y a ce qu'on appelle la régulation des processus environnementaux. C'est en fait tous les types de contributions qui sont liées au fonctionnement des écosystèmes et qui permettent par exemple la régulation du climat, la régulation de la qualité de l'air, hein, qui permettent par exemple d'atténuer les effets du changement climatique, qui permettent d'atténuer les effets des inondations, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des contributions matérielles, deuxième catégorie. Il s'agit ici d'un certain nombre de contributions en termes de biens qui sont de consommation directe. C'est par exemple des produits alimentaires qu'on peut tirer d'un écosystème. C'est par exemple des produits médicinaux. Hein, on peut avoir des feuilles ou des écorces médicinaux qui vont servir justement aux soins de santé. Et puis la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle des contributions non matérielles, qui sont des contributions de la nature qui, par exemple, vont intervenir dans la cohésion sociale. Hein, par exemple, il existe des forêts sacrées dans lesquelles on peut faire des rites initiatiques, mais aussi ce sont des contributions qui vont inspirer la science, par exemple. L'observation de la nature peut emmener justement à une inspiration technologique, etc. Et donc, ces contributions vont vraiment venir aider à améliorer le bien-être des populations à travers justement la fourniture de matériaux de base pour la qualité de la vie, hein, j'en ai parlé, la nourriture, etc. Mais aussi des activités économiques. Donc, il est clair que la nature et ses contributions, donc les écosystèmes, vont aussi intervenir pour développer des filières économiques, par exemple l'exploitation forestière, les pêcheries qu'on peut réaliser dans des cours d'eau, etc. Mais aussi, j'ai déjà parlé de ces relations sociales
par le fait que bon, voilà, les écosystèmes, la nature, va beaucoup aider justement dans l'identité culturelle de certains peuples, par exemple. Et donc voici quelques illustrations des apports de la nature, des contributions de la nature au peuple ou des services écosystémiques. Donc voyez-vous, on peut y tirer des produits de consommation directe, on peut y tirer des produits qu'on peut amener dans des manufactures, mais on peut aussi s'en inspirer pour la science, et il y a toujours ce bel exemple de l'avion qui est inspiré justement du fonctionnement des oiseaux. Mais regardez aussi, on peut réaliser du tourisme, ça sont des contributions non matérielles, et on peut aussi justement appliquer, utiliser la nature pour des pratiques culturelles, et donc ça intervient dans, dans la reconnaissance de l'identification culturelle de certains peuples. Et donc, voyez-vous, la biodiversité est vraiment cette source de bien-être qui va favoriser non seulement des produits de consommation directe, mais aussi qui peut développer l'économie de toute une région, etc. Et très récemment, donc en 2019, il a été adopté un rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité. Donc en fait, en 2019, comme c'était le cas déjà en 2005, des, les experts se sont un peu arrêtés et ont essayé d'évaluer l'état de la biodiversité et de ses services écosystémiques. Donc lorsque je parle des services écosystémiques, il s'agit en fait de ces contributions de la nature au peuple. Donc j'utiliserai souvent les deux termes de services écosystémiques ou contribution de la nature au peuple pour dire exactement la même chose. Donc on a adopté ce rapport. Alors que dit ce rapport finalement? Donc, il dit plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est que la, la, la nature contribue grandement, grandement, vraiment, au bien-être des populations. Ça veut dire jusqu'en 2021, à l'ère d'un développement technologique inédit, nous continuons encore à dépendre beaucoup de la nature et de ses contributions. Mais malheureusement, ce que dit ce rapport, c'est que malgré malgré cette reconnaissance vitale des bienfaits de la nature, on constate, et ce sont les flèches que vous voyez ici en déclin, on constate que les contributions de la nature au peuple, en fait, sont en déclin. C'est-à-dire, clairement, que nos écosystèmes ne fonctionnent plus très bien, et de ce fait, malheureusement, leur contribution à notre bien-être chute. En fait, sur les 18 catégories des services écosystémiques ou des contributions qui sont identifiées, on constate que pour 14 de ces contributions, eh ben, la tendance est plutôt à la baisse. Donc, c'est une situation qui n'est certainement pas bonne. Et quelques chiffres pour étayer ce que je viens de dire. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on sait que presque 50% des écosystèmes naturels sont aujourd'hui en déclin. C'est-à-dire que nous avons quasiment la moitié de nos écosystèmes naturels, donc ça veut dire des étendues des écosystèmes naturels, qui ne sont plus dans leur état initial et qui malheureusement ont été beaucoup impactés. Vous voyez, 25% d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction, sont au risque d'extinction majeure. Donc il s'agit de valeurs quand même qui sont très alarmantes. On peut observer que euh, les communautés locales, donc 72% de ces indicateurs pour les communautés locales et les peuples autochtones montrent que eh ben, leur milieu de vie est fortement altéré. Et donc, la résultante de tout ça, c'est que, regardez, une espèce sur 8 aujourd'hui, représentant 1 million d'espèces, sont menacées d'extinction. Donc, avec tous les corollaires, tout ce que nous pouvons justement identifier comme problème, comme perte de services liés à cette nature. Et les facteurs qui sont liés à ce déclin de la biodiversité sont également identifiés, ils sont là. C'est le changement d'utilisation des terres, nous allons voir que c'est vraiment un des principaux facteurs. C'est l'exploitation directe des ressources, le changement climatique, c'est la pollution liée justement à toutes les modifications que nous faisons, toutes les introductions que nous faisons, mais c'est aussi les espèces exotiques envahissantes. Ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs directs, mais il y a aussi des facteurs indirects qui sont liés par exemple à la démographie, etc. Et on peut justement voir
que de ce rapport, par exemple, au niveau des écosystèmes terrestres, on constate que le changement d'affectation de terre est celui qui a eu le plus d'impact. C'est-à-dire le changement d'affectation de terre, pour être concret, c'est le fait, par exemple, qu'on avait une forêt, et à la place où on a une forêt, on y a mis un champ agricole. Ça, c'est un changement d'affectation de terre qui fait qu'on change justement la nature et on modifie toutes les fonctions des écosystèmes. Au niveau des écosystèmes marins, c'est l'exploitation directe des ressources halieutiques qui est à la base de ces déclins. Et aujourd'hui, pratiquement toutes nos pêcheries sont en déclin et c'est encore plus grave au niveau de notre continent africain. Mais comme je disais tout à l'heure, le changement climatique, la pollution, l'introduction des espèces exotiques envahissantes ont aussi beaucoup d'impact. Cet impact aujourd'hui semble être faible lorsqu'on compare à l'exploitation au changement d'affectation de terre, mais cela va en s'accroissant. Un facteur indirect dont nous allons beaucoup parler, c'est la croissance démographique. Vous savez que la population au niveau de l'humanité augmente et cette augmentation n'est pas sans conséquence. Et donc nous allons voir aussi que la consommation et tout simplement les trajectoires économiques, les modèles économiques que nous utilisons aujourd'hui ont aussi des conséquences sur euh, la disponibilité de ces. Mais donc, un autre message aussi, c'est que malgré cette grande perte de biodiversité et des contributions de la nature au peuple, nous pouvons constater que il y a encore des grands espaces qui existent, mais le message qui est donné ici, c'est que aussi, on peut aussi quand même rattraper encore la situation à travers des actions de restauration. Et c'est très important de parler de ces actions de restauration. Ça veut dire que cette moitié des superficies d'écosystèmes naturels que nous avons dégradées, eh bien, on peut encore quand même rattraper cette moitié pour inverser les tendances que nous observons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que dans tous les plans de travail, par exemple celui de la Convention sur la diversité biologique, mais aussi celui de l'IPBES, on a décrété la prochaine décennie comme étant la décennie de la restauration. Et l'idée ici, c'est vraiment qu'au cours de cette décennie 2021-2030, l'humanité soit capable de poser des actions très fortes, des actions qui vont permettre justement d'inverser la tendance et de pouvoir remettre les fonctions des écosystèmes et rendre à nouveau ces écosystèmes capables de produire un certain nombre de services écosystémiques afin de soutenir la vie sur la Terre. Très important quand même de faire la distinction entre les termes parce que c'est important. Généralement, il y a cette distinction entre les trois termes, la rémédiation, la restauration et la réhabilitation. Donc très rapidement, la rémédiation en fait concerne tout type d'action qu'on peut mener afin de pallier à une situation de dégradation, de contamination, etc. En fait, il s'agit d'un terme englobant, très généralisant, qui inclut la restauration et la réhabilitation. La restauration étant en fait une action ou une série d'actions qui permettent de reconstituer ou de remettre en place un écosystème qui a existé dans un milieu. Donc ici, il y a eu des activités qui ont dégradé ou qui ont emmené à la disparition d'un écosystème. Et les activités de restauration permettent de remettre en place, dans le même emplacement, un écosystème similaire à celui qui était là auparavant. Tandis que la réhabilitation, et c'est là la différence, la réhabilitation va permettre de remettre en place un écosystème, mais qui n'est pas nécessairement, ou qui n'est même pas du tout, similaire à celui qui était là au départ. L'idée étant tout simplement de remettre en place un écosystème viable et qui va permettre de fournir un certain nombre de services. Et donc la restauration, comme on l'a dit, va être utilisée pour des dommages réversibles. Donc vous savez que parfois il y a certains dommages qui seront irréversibles à cause de la profondeur des changements qui sont entraînés. Mais parfois donc ces dommages peuvent être réversibles. Ça veut dire que dans ce cas, nous ne sommes pas dans des situations de transformation extrêmement profondes. Et dans ce cas-là, il y a souvent moyen de revenir
par un certain nombre d'actions aux écosystèmes de départ. Et donc l'objectif de la restauration ici, ça sera d'abord de remettre en place les fonctions des écosystèmes. Et lorsque je parle des fonctions des écosystèmes, c'est par exemple rendre à nouveau ces écosystèmes capables de réaliser de la photosynthèse et donc de capturer du carbone, de produire de la biomasse, et cette biomasse qui sera utilisée par exemple par des herbivores, etc. Et le fait de restaurer les fonctions des écosystèmes, clairement ça veut dire de rendre un écosystème à nouveau fonctionnel, permet généralement à celui-ci de produire à nouveau les mêmes services écosystémiques, ça veut dire les mêmes contributions de la nature que ceux qui étaient là avant en quantité et en qualité. Donc pour illustrer un peu, en termes de restauration, j'ai mon écosystème de départ ici. À cause de mes activités humaines, j'ai dégradé cet écosystème et donc les actions de restauration devront permettre à nouveau de remettre en place un écosystème qui est similaire à celui qui était là au départ. Tandis que la réhabilitation, généralement, va être utilisée pour des dommages qui sont irréversibles. Et ici, j'ai mis un accent sur l'activité minière pour montrer, par exemple, que par endroit, on peut avoir des pollutions qui sont tellement sévères qu'il devient difficile d'y remettre des conditions de départ et donc il devient difficile d'y reconstituer, d'y restaurer des écosystèmes. Et donc, dans ce cas, pour des situations de transformation très profonde et de changement irréversible, nous allons ici essayer plutôt de limiter les dégâts tout simplement en installant un écosystème. Même s'il n'est pas comparable à celui qui était là au départ, cet écosystème va être fonctionnel et va permettre d'atténuer les problèmes et de produire des services. Et donc, pour illustrer aussi, j'ai mon écosystème de départ ici. À cause des activités anthropiques, l'altération est tellement profonde que je ne sais plus revenir à ça. Et donc, j'installe un autre écosystème qui n'est pas similaire à celui du départ, mais qui va quand même permettre de produire un certain nombre de services et d'atténuer tant soit peu les problèmes. Et donc, la restauration des écosystèmes va nous permettre d'améliorer la production des contributions de la nature au peuple. Ce sera ça notre leitmotiv. Et il y a un très bon guide qui existe, qui a été produit justement pour accompagner la décennie de la restauration. C'est le guide pratique pour guérir la planète. J'aime beaucoup ce sujet tel qu'il est abordé. Et lorsque vous allez lire ce manuel qui peut être mis à disposition de tout le monde, vous allez voir qu'on a identifié un certain nombre de, on va dire, un certain nombre de priorités de restauration pour rendre la planète à nouveau plus saine, plus fonctionnelle et capable de produire des services écosystémiques. Premièrement, il faut restaurer les forêts et les arbres. Tout à l'heure, j'ai montré que pratiquement la moitié de ces écosystèmes naturels, malheureusement, sont aujourd'hui dégradés. Et donc, les actions prioritaires, c'est de restaurer ces écosystèmes. Il faut restaurer les rivières et les lacs. Je vous avais dit que les pêcheries ont profondément altéré la qualité, les quantités déjà d'abord des ressources halieutiques, donc des poissons, mais les pêcheries ont aussi altéré la qualité des eaux, etc. Donc il faut des actions très fortes, très profondes pour pouvoir à nouveau produire des services écosystémiques en quantité et en qualité. Ensuite, il y a les villes. Je vais montrer tout à l'heure que les villes, c'est important parce que la croissance démographique fait que la moitié de la population mondiale vivra très bientôt dans les villes. Et donc, la question des villes est une question importante sur laquelle nous devrions nécessairement nous pencher afin d'assurer justement un avenir meilleur et compatible avec la nature. Il y a les océans et les zones côtières qui constituent aussi des zones d'intérêt qui sont parmi les plus touchées justement par toutes les transformations connues. Il y a les terres agricoles. Vous savez que l'agriculture
tel que nous l'avons pratiqué aujourd'hui, malheureusement, n'est pas toujours soutenable. Il y a les montagnes avec les problèmes des érosions et puis il y a les tourbières. Donc, telles sont les priorités, en tout cas les priorités de restauration au niveau mondial. Et dans notre pays, nous avons exactement les mêmes types de priorités. Donc, j'ai pris un peu un exemple pour les milieux urbains. Je prends cet exemple de l'urbanisation pour montrer l'importance de la restauration. Donc, comment on va intégrer la biodiversité et les services écosystémiques dans nos milieux urbains? C'est ça la question principale ici. Regardez les chiffres. L'humanité, en fait, la croissance démographique est tellement forte en ce moment. Donc, la population mondiale augmente. En 1990, nous étions 5 milliards. Aujourd'hui, enfin, en 2100, les prévisions montrent que nous serons 11 milliards. Donc, aujourd'hui, nous sommes autour de 7 milliards. Vous voyez que nous sommes donc dans une croissance démographique très forte et dont il faut tenir compte. Et lorsqu'on regarde d'un peu plus près les valeurs, on va constater que dans cette carte ici, cette figure montre l'évolution de la croissance démographique. Vous avez les années ici et vous avez la croissance démographique sur l'axe des Y ici. Et on peut voir que par continent, on voit que l'Afrique, c'est en rouge, et la planète, enfin ça c'est l'Asie, excusez-moi, en rouge. L'Asie et l'Afrique sont les deux régions du monde qui vont soutenir en fait la croissance démographique. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, nous verrons que c'est vraiment en Afrique où la croissance démographique va se faire, va marquer, va être la plus élevée durant les décennies qui vont arriver. Et 50% de la population africaine, et de la population mondiale d'ailleurs, la population africaine surtout, va vivre en milieu urbain d'ici 2050. Regardez aussi ici, nous pouvons voir que d'ici 2025, en fait c'est même pas 2050 nécessairement, d'ici 2025, nous allons voir nos villes s'agrandir de plus en plus. Et les prévisions montrent qu'en 2050, nous allons recevoir 950 millions de personnes dans nos villes, 950 millions supplémentaires. Et donc nos villes sont appelées à s'agrandir et nous sommes appelés à construire de nouvelles villes. Or, construire de nouvelles villes ou agrandir les villes qui existent, ça veut dire qu'il faut transformer de larges superficies d'habitat existants. Regardez par exemple l'influence de l'urbanisation autour de Lubumbashi. Donc ça, c'est une étude qui avait été réalisée par mon collègue, le professeur Mouniemba. Bon, les données, c'est un peu vieille aujourd'hui, mais c'est quand même pour illustrer. Donc, nous avons trois scènes de Lubumbashi en 1956, je crois en 1984 ici, et en 2010, ou en 2009. Et donc, la tâche ici en mauve représente en fait Lubumbashi. On peut voir l'évolution de la ville de 1956 à 2009. Et les taches en vert représentent les forêts. C'est la forêt claire de Miombo. Et nous pouvons voir que le fait de la croissance de cette ville de Lubumbashi, eh ben, cela entraîne tout simplement une réduction des surfaces de forêt dans le rayon de Lubumbashi. Et donc l'urbanisation entraîne justement cette réduction parce que non seulement le bâti augmente en surface, mais en fait la population augmentant aussi, les besoins en ressources forestières autour de la ville sont importantes et donc emmènent justement à un épuisement et une réduction de surface. Donc, pour pallier à cette question et mieux intégrer la biodiversité en milieu urbain, il devient important de mieux intégrer la biodiversité justement dans les villes à travers la construction de ce qu'on appelle une infrastructure verte. Donc nos villes, c'est un peu imagé ici, nos villes sont appelées à être des villes qui seront plus vertes, ça veut dire des villes dans lesquelles on va mieux intégrer la biodiversité. On va mieux restaurer la biodiversité. Et donc la création d'une infrastructure verte a pour intérêt d'intégrer la biodiversité, d'améliorer les conditions de vie, parce que le milieu urbain est caractérisé malheureusement par un certain nombre de,
de conditions qui ne sont pas correctes. Par exemple, en milieu urbain, on sait que la température est généralement plus élevée. On a généralement beaucoup de particules en l'air, donc l'air n'est pas de bonne qualité. Les eaux, les sols ne sont pas de bonne qualité non plus. Donc, nos villes, généralement, sont de mauvaise qualité. Et donc, l'implantation d'une infrastructure verte permet justement d'améliorer les conditions de vie. Et ça permet aussi d'atténuer les effets du changement climatique et ça permet aussi de maintenir des zones de connectivité avec les habitats naturels ou semi-naturels. Et par ailleurs, l'implantation d'une infrastructure verte améliore aussi la cohésion sociale entre le peuple. Par exemple, le fait de mettre des aires récréatives, des parcs par exemple, permet justement d'avoir justement cette cohésion sociale et les gens peuvent se rencontrer et améliorer leurs interactions. Et donc voici une image, excusez-moi, je viens de donner très récemment un cours à Abidjan et c'est dans un master qui est international en anglais, mais ce n'est pas grave. L'image ici, c'est juste pour montrer que l'implémentation d'une infrastructure verte ne consiste pas nécessairement à planter des arbres partout, mais il s'agit de quelque chose qui doit être réfléchi parce que les espaces verts urbains qu'on cherche ne sont pas nécessairement ou uniquement des espaces remplis d'arbres. Et donc, on va devoir implanter dans nos villes différents types d'espaces verts qui vont chacun avoir un rôle particulier. Par exemple, ici, il nous faut des espaces verts pour réduire la quantité de poussière dans l'air. Il nous faut des espaces verts pour comment on va dire, pour améliorer justement la biodiversité dans nos cités. Il nous faut des points d'eau qui permettent aussi justement de réduire un peu la chaleur, mais aussi d'avoir une meilleure vie aquatique. Donc, il nous faut différents types d'infrastructures vertes pour plutôt d'espaces urbains verts qui vont chacun jouer un rôle. Je vais finir par l'exemple de l'arc cuprifère Katangé. Donc ici, je vais parler un peu de l'impact des mines et de comment on peut justement faire cette restauration dans les mines de chez nous, par exemple. Donc vous savez que chez nous, nous avons ce qu'on appelle l'arc cuprifère Katangé. Donc cette région minière entre, on va dire, qui va de ici vraiment dans la botte de Sakania ici, jusqu'au niveau de la ville de Kolwezi et dans laquelle nous avons beaucoup de gisements de cuivre de cobalt, tel que vous le savez. Et donc, un des grands problèmes que nous avons, c'est l'implémentation ou le développement des carrières à ciel ouvert, qui font que déjà on a une perte de biodiversité importante, on a une grande modification des habitats, mais aussi, vous savez que le traitement métallurgique au niveau de l'usine engendre aussi un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes sont des problèmes qui sont liés justement, par exemple, aux émissions atmosphériques par les fonderies, mais aussi par l'implémentation des bassins de sédimentation. Donc, un exemple, ici je suis près de Kipushi, et là, il y a ce bassin de sédimentation qui existe et qui est fortement pollué, avec des très fortes concentrations en métaux tels que le cuivre, le cobalt, mais aussi en métaux très dangereux comme l'arsenic, le cadmium, etc. Et donc, il faut réduire l'exposition humaine et améliorer. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle la flore cupricole katangaise. Donc, sur nos collines de cuivre de cobalt, il existe des espèces intéressantes qui sont des espèces qui se sont adaptées justement à vivre dans des conditions de forte concentration en métaux. Il y en a plus ou moins 600. Et de ces 600, il y en a qui sont des espèces qui n'existent que chez nous, donc des espèces endémiques qu'il faut absolument protéger. Donc il s'agit d'un patrimoine génétique unique qui malheureusement n'est pas suffisamment protégé chez nous. Et donc ce que nous faisons, nous, c'est que pour revégétaliser, ça veut dire pour faire de la réhabilitation ou de la restauration parfois, de ces zones qui sont fortement dégradées, nous allons utiliser des espèces cupricoles pour réinstaller de la végétation comme ici et donc atténuer les effets justement de la pollution.
Et donc, pour finir, c'est ma dernière slide ici. Nous sommes appelés, nous aussi, en tant qu'humains vivant sur cette planète, à mieux vivre en harmonie. Donc, notre contribution aussi, c'est de mieux vivre en harmonie avec la planète. Notre contribution en tant qu'humain, c'est de réduire aussi les déchets sur notre planète. Par exemple, il y a beaucoup d'émissions de déchets plastiques et donc nous sommes appelés à réduire les émissions de déchets plastiques, mais à réduire nos émissions de déchets tout simplement. Nous sommes appelés à éviter la surexploitation et la consommation de luxe. J'ai donné souvent l'exemple des chaussures. Sommes-nous obligés d'avoir autant de paires de chaussures que nous en avons? Donc voilà, nous sommes aussi appelés quelque part, au-delà de ces activités de restauration technique, nous sommes aussi nous appelés en tant que consommateurs, en tant qu'humains, à réduire notre impact à travers des changements de modification, des changements plutôt de notre style de vie. Donc, encore une fois, en m'excusant pour le fait que je ne pourrais pas être présent physiquement, parce que en cette journée de l'environnement, il y a plusieurs engagements et nous allons passer la journée aussi avec nos communautés locales. Et donc, je remercie beaucoup Sen de m'avoir associé à cette activité. Et malheureusement, je ne sais pas répondre directement aux questions, mais je me ferai vraiment un plaisir de les recevoir au travers de Sen et d'y répondre. Donc, je remercie beaucoup Mariam Kabamba qui m'invite, avec qui que je discute souvent et donc j'encourage beaucoup Sen dans ses activités et voilà, je serai disponible pour d'autres activités, pour discussions, mais aussi surtout pour plus d'actions sur le terrain et donc je vous remercie vivement.